Bonjour. Je vais vous parler alors de Helvetia, ce village brésilien au nom suisse. Cette histoire a commencé pour moi quand j'ai fait un road trip au Brésil, dans l'état de Bahia, et je suis tombé sur une plaque au bord de la route où il était inscrit Helvetia, avec un orthographe un peu différent de celui qu'on connaît. Et là, j'ai demandé à Milena Machado Neves, une journaliste brésilienne qui voyageait avec moi et qui est native de la région, qu'est-ce qu'elle savait de ce lieu. Elle m'explique que c'est un quilombo. Un quilombo est un ancien refuge fondé par des personnes réduites en esclavage, en fuite, comme il en existe dans tous les pays postcoloniaux. Par exemple, dans les colonies britanniques, c'est les Maroons, ou encore en Colombie, c'est les Palenques. Et moi, je réponds à Milena, mais Helvetia, c'est la Suisse, c'est la personnification de la Suisse. Et moi qui ai grandi en Suisse, j'ai jamais entendu parler de lien entre la Suisse, l'esclavage et le Brésil. Mais bon, on continue notre route, et cette histoire m'intrigue. Alors je commence à faire des recherches, et je tombe sur différents travaux d'historiens qui expliquent que Helvetia, c'était la colonie léopoldina, fondée en 1818 par une poignée de Suisses et d'Allemands, qui avaient recours à l'esclavage pour produire du café. Et du coup, là, je propose à Milena qu'on y aille, qu'on aille voir à quoi ça ressemble. Et du coup, fin 2015, on y va. En arrivant, on ne trouve rien qui rappelle la Suisse, à part le nom du village sur un des bâtiments de la place du village. Du coup, on commence à demander un peu aux gens qu'on croise, qu'est-ce qu'ils connaissent du lien entre leur Helvetia et la Suisse. Mais personne ne sait trop ce que Helvetia veut dire. Et on va croiser des jeunes qui vont nous montrer les alentours. Et là, c'est le fleuve Peluípe, qui est le fleuve d'où partait le café de la colonie, aujourd'hui presque asséché. On veut en savoir un peu plus, alors on va aux archives publiques de l'État de Bahia à Salvador, et là c'est l'entrée du bâtiment. Et on va trouver plusieurs documents intéressants sur la colonie, dont ce tableau de 1848, où on peut voir le nom des plantations, le nom de leur propriétaire, et une colonne nommée blanc et une autre esclave, qui indique le nombre de blancs et de personnes réduites en esclavage sur chaque plantation. On peut y voir que c'est un ratio de 1 à 10. Il y avait 130 blancs pour 1267 personnes réduites en esclavage. Et à l'apogée de la colonie, une dizaine d'années après, ça va monter à 200 blancs pour 2000 personnes réduites en esclavage. On y trouve aussi une plantation qui s'appelle Helvetia, de Johann Martin Flachs, un des fondateurs suisses de la colonie. Et c'est cette plantation qui plus tard va donner le nom au village. Et aux alentours d'Helvetia, on trouve cette tombe de Johann Flachs, le fils de Johann Martin Flachs, qui lui est né et a grandi dans la colonie, et qu'après son père l'ait envoyé en Suisse faire des études d'agronomie. À son retour, il a repris les plantations de son père, puis il est mort noyé dans le fleuve Peluípe en 1868. Après cet événement, sa femme et ses enfants sont revenus en Suisse, avec l'équivalent actuel de 3 millions de francs suisses. En Suisse, nous, on va faire la rencontre de Christian Deninelli, un journaliste fribourgeois qui travaillait aussi sur l'histoire d'Helvetia. On décide d'allier nos forces et on va commencer à aller faire des recherches dans les archives publiques de la Suisse. On va par exemple trouver ce document aux archives d'État de Neuchâtel, qui est un bilan comptable de 1827 de l'entreprise Pombal, de 3 associés neuchâtelois, Béguin, Huguenin et Borel, qui tous avaient une plantation dans la colonie. Et dans leurs actifs, on y trouve le prix de personnes réduites en esclavage, dont une enfant. Sur cette peinture, on peut voir l'ampleur de la plantation de l'associé Borel, une peinture que j'ai trouvée dans une collection privée de Genève. Et en 1860, à l'apogée de la colonie, la Confédération décide d'implanter un vice-consulat dans la ville portuaire voisine, Caravelas, d'où est exporté le café directement vers l'Europe. Et en 1888, l'abolition de l'esclavage
a enfin été promulguée au Brésil. Et on va encore trouver ce document aux archives fédérales de Berne, qui est une lettre qui date de 3 mois après l'abolition, écrite de la main du vice-consul suisse Frédéric Louis-Jean Monod, qui a aussi une plantation dans la colonie, et c'est vraiment un appel à l'aide à la Suisse, et il y explique que tout va mal par chez eux, et que s'ils n'ont pas d'indemnité pour les ex-esclaves, ils sont tous ruinés. Et à cette même période, des grosses révoltes commencent à Helvetia, et la majorité des colons vont fuir, et les ex-esclaves vont rester sur les terres. En 1895, c'est la fermeture du vice-consulat, parce qu'il n'y a presque plus de Suisses dans la région. Et nous, on va retourner beaucoup à Helvetia, et on va commencer à s'intéresser aux descendants de cette histoire, à leur héritage culturel et à la vie quotidienne du village. Elle, c'est Donna Cocotte. En 2015, quand j'ai fait cette photo, elle avait 105 ans. Elle est toujours parmi nous maintenant. Et c'est un lien direct avec ce passé douloureux, car elle a été élevée par son grand-père, qui, lui, une partie de sa vie a été réduit en esclavage, et qui lui a raconté beaucoup d'histoires de cette époque. Mais c'est aussi un lien vers le futur, parce qu'elle était sage-femme durant toute sa vie, et elle nous dit avoir fait naître 308 enfants du village. Un jour, on tombe sur cette scène, c'est une file d'enfants peu avant Noël dans le village, et ils attendaient des cadeaux d'une association évangélique qui donnait des camions aux petits garçons et des poupées blanches aux petites filles. Et une fois qu'ils avaient reçu leurs cadeaux, les enfants sortaient et les bénévoles de l'association commençaient à taper des mains en scandant « Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Et voilà un jeune séminariste en retard à la messe. Elvis Elizario de Jesus, qui va devenir le premier père afrodescendant de l'ancienne colonie. Alors, il y a une légende urbaine qui se raconte beaucoup là-bas, comme quoi les ex-esclaves n'avaient pas été tenus au courant de l'abolition, et que c'est seulement environ une année après qu'un père de passage leur a appris la nouvelle. Et on est tombé sur cet habitant qui avait plus de toit, et il nous explique que peu de temps auparavant, un étranger de passage lui a proposé d'échanger ses tuiles d'époque contre le triple de tuiles neuves, ce qu'il a accepté. Et ces tuiles d'époque, elles avaient été faites par des personnes esclavisées, elles avaient un design suisse, comme on peut en trouver sur d'autres toits encore du village. Et lui, c'est Danilon Luis Francisco, qui se cache derrière une croix de fer du XIXe siècle, trouvée dans l'ancien cimetière. Et Danilon, il fait partie de l'association communautaire qui a aidé à œuvrer pour que Helvetia soit reconnue en tant que quilombo officiellement, parce qu'au Brésil, les quilombos ont une reconnaissance de l'État qui peut, par exemple, après aider à la population d'avoir la propriété de leurs terres, suivant depuis combien de générations ils vivent dessus, ou encore avoir des bourses pour les jeunes pour qu'ils puissent accéder aux universités. Mais ce n'était pas chose aisée d'avoir ce statut, car normalement, un quilombo, c'est un refuge fondé par des personnes réduites en esclavage. Et là, c'est les colons qui avaient fui, et les esclaves qui étaient restés sur les terres. Mais ils ont réussi à avoir ce statut, enfin, en 2005. Et voici les frères Krull, Domingo et Edison Krull. Ils sont descendants de la famille allemande la plus riche de la colonie, qui à elle seule avait plus de 120 personnes réduites en esclavage. Un samedi matin, je suis tombé sur cette file d'habitants qui attendaient pour peut-être être embauchés par une entreprise leader mondiale de la production de cellulose pour travailler sur leur monoculture d'eucalyptus, qui est très présent dans la région, et la majorité des gens d'Helvetia y travaillent.
Et puis, il y a la fête de Saint-Sébastien. C'est l'événement le plus important du village, où il rejoue une bataille entre les morts et les croisés. Et cet événement va attirer plus de 20 000 personnes de la région et va est célébré sur 3 jours. Et la danse Bachibarig, c'est une danse ancestrale de cette époque de l'esclavage qui a été racontée de mère en fille. Et là, c'est Faustine à Carvalho sur la droite qui l'a remis au goût du jour. Et ça veut littéralement dire battement de ventre. Et les femmes se battent le ventre en dansant. Et c'est un des ancêtres du samba. Le maître de capoeira du village, Reginaldo, qui fait perdurer les traditions de ses ancêtres avec ses élèves. Presque tous les jeunes de Helvetia, à un moment donné, ont fait de la capoeira. Et cet art martial entre danse et lutte a été interdit au Brésil jusqu'en 1940. Un soir, sur la place du village, la moto est très populaire à Helvetia. La majorité des routes et des rues sont faites en terre battue. Et le cheval aussi est très populaire. Cette photo a été faite au même endroit quelques années après. Et voici Iracema Sulz-Metzger. Elle est descendante suisse du côté Sulz et allemande du côté Metzger. Et elle nous explique que ses ascendances européennes, c'est sa plus grande richesse, que ça vaut tout l'or du monde, et que même un jour, ils devaient recevoir un héritage provenant de Suisse, mais qu'ils ne l'ont pas eu parce que les Sulz s'appelaient Schultz à la base, mais en arrivant au Brésil, ils ont perdu quelques lettres à leur nom. Et voici Enrique Cerquer, un autre descendant de la famille Sulz, qui pose avec toute sa famille devant sa maison. Et quand je faisais ces photos, j'ai vu du coin de l'œil un cheval arriver, j'ai attendu qu'il passe pour déclencher à nouveau. Et le cheval représente pour les religions afrodescendantes comme le Umbanda, le messager entre le corps et les esprits. Et voici le terreiro Umbanda de Mãe Maria, qui est le lieu de culte d'un syncrétisme typiquement brésilien, qui est un mélange entre religion africaine, christianisme et rite amérindien. Un autre soir, sur la place du village, Attila et ses amis. À Helvetia, pour une population d'environ 2000 personnes, il y a 22 églises évangéliques. Et toutes les 2 semaines, une messe évangélique est donnée sur la place du village. Et ce soir-là, on a été très frappés d'entendre dans leurs sermons une diabolisation des cultures et des religions afrodescendantes, comme le Umbanda de Mãe Maria, qui, elle, nous dit que même si les évangéliques parlent mal de nous, de temps en temps, ils viennent en cachette pour subir un travail. Et nous, on les accueille les bras ouverts. Et voici une jeune adepte de Umbanda qui vient de subir un travail. Elle est couverte d'huile de dendé, qui est de l'huile de palme, qui est un aliment très commun dans la culture culinaire de la région. Et là, au cimetière du village, une tombe d'une mère de saint Umbanda, comme Mãe Maria. Et on m'a raconté qu'après sa mort, elle apparaissait sans cesse dans le rêve de ses proches, en leur implorant de mieux l'enterrer parce qu'elle ne pouvait pas se reposer en paix comme ça. Du coup, au bout d'un moment, sa famille l'a déterrée, mieux enterrée, et a rajouté cette cage. Et les apparitions cessèrent. Voici mon ombre projetée par les phares d'une voiture sur une famille de Helvetia. Parce que moi, en tant que Suisse et Brésilien, je me suis énormément projeté dans cette histoire, étant descendant tant d'exploités que d'exploitants.
Voici une dernière image devant la bibliothèque de l'école d'Helvetia. Après plus de 5 ans de recherche et de travail, cette enquête, on en a fait un livre. On l'a fait pour notre devoir de mémoire et pour nous tous, parce que cette histoire fait partie de l'héritage de nos sociétés actuelles. Merci.